Designer une interface intégrant de l'intelligence artificielle, un nouveau challenge qui s'offre à nous. Découvrons ensemble les 6 conseils de l'équipe Google People plus AI. Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design. C'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Brechna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter IA et design forcément, comment on l'intègre dans nos interfaces. Forcément, c'est une nouvelle technologie entre guillemets, parce que l'IA a eu plein de phases, on a parlé depuis des années à la base sur des modèles très primitifs, on va dire. On peut se permettre cette petite approximation, et puis depuis un an, on entend beaucoup parler des LLM, donc tout ce qui est génération de texte qu'on a notamment retrouvé à travers des interfaces de chat comme ChatGPT, le chat de Mistral ou Gemini de Google, mais aussi on a beaucoup entendu parler des générateurs d'images comme Firefly d'Adobe, DALL-E d'OpenAI, etc., etc. Mais quand on parle d'IA, c'est aussi toutes les IA de recommandation que l'on voit sur TikTok, sur YouTube, sur Netflix, qui permettent de pousser du contenu. Donc c'est énormément de technologies différentes qui font partie de nos interfaces, et forcément quand des nouvelles tech émergent comme ça, on a envie d'en mettre partout. Toutes les boîtes ont envie d'en mettre dans leurs produits pour pouvoir se dire IA focus, IA driven, IA ce que vous voulez, mais forcément quand on commence à faire des produits tech driven, donc on le fait pour mettre la tech en question dans le produit et non pas pour répondre à un problème de l'utilisateur, souvent on se retrouve avec des choses assez peu intéressantes au final, assez détaché des besoins concrets et qui trouve difficilement son public. Forcément, là, avec ces nouvelles technologies, on a potentiellement des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre avant ou pas bien, que l'on peut mieux résoudre, mais on vient aussi pousser les utilisateurs dans un nouveau paradigme très différent de ce qu'ils pouvaient connaître jusqu'avant. Avant, il y avait ce paradigme très déterministe où je faisais quelque chose et derrière j'avais un retour qui était toujours le même, qui était cohérent, d'autres utilisateurs pouvaient reproduire cette exacte même chaîne de réaction. Aujourd'hui, avec ces nouvelles solutions d'intelligence artificielle, une réponse A va pas toujours retourner la même réponse B. Et du coup, il y a besoin de réajuster autant notre réflexion en tant que designer que la façon dont on présente tout ça à nos utilisateurs. Alors il y a quelques années maintenant, Google et son équipe People plus AI avaient sorti un guide avec 6 chapitres sur le sujet. Ils l'ont remis à jour ces derniers mois avec tous les changements et justement toutes ces nouveautés qui ont apparu. Et leurs conseils, je les ai trouvés très pertinents. Ils m'ont bien plu, les articles sont bien foutus, et donc ce que je vous propose, c'est qu'on review un petit peu ça ensemble durant ce podcast, bien évidemment. Le lien des documents complets qui m'ont servi à écrire ce podcast seront disponibles en note du podcast. Alors commençons tout de suite. Le premier conseil de l'équipe de Google là-dessus, c'est de toujours bien définir les besoins utilisateurs et la définition de ce que veut dire un succès. Même les meilleurs IA échoueront s'ils n'apportent pas de valeur unique à l'utilisateur. C'est pas parce qu'on va mettre de l'IA que ça va marcher. Alors en termes de communication, oui, probablement dans un premier temps, mais derrière sur de l'adoption long terme, ça va probablement échouer. Et c'est clairement, à mon sens, l'étape la plus complexe de toutes les étapes proposées dans ce guide Google. Comment on fait pour que nos intégrations de l'IA dans nos produits correspondent vraiment à une première problématique? Et pour ça, finalement, c'est assez simple. C'est que malgré qu'on ait ces opportunités tech, on doit revenir à la base de ce qu'on fait en tant que designer. C'est-à-dire identifier des besoins concrets. Alors, il y a des très bonnes méthodes, si la problématique, on va dire, de l'entreprise, c'est comment on intègre de l'IA, ça va être peut-être de revoir tous les besoins identifiés sur les années précédentes. Et potentiellement, qu'il y a des besoins qui avaient été identifiés, mais ils n'ont pas pu être résolus, parce qu'il n'y avait pas les outils disponibles. Et là, l'IA va pouvoir répondre à cette problématique d'une façon intéressante. Donc, essayez quand même de toujours prendre ce pas de recul sur ok, là on veut intégrer l'IA parce que globalement c'est la mode. Ok, on reprend cette étape. Quels sont tous les besoins auxquels on ne répond pas aujourd'hui, mais qu'on a identifiés, qui sont très concrets? Est-ce qu'on peut y répondre avec de l'IA?
Et là-dessus, il y a des sujets qui vont revenir assez facilement, on va dire. Tout ce qui est recommandation le plus pertinent et le plus adapté possible, potentiellement l'IA va pouvoir vous aider. Tout ce qui est personnalisation, du tone of voice, du contenu, ça également, l'IA va souvent pouvoir vous aider. Et tout ce qui est compréhension du langage naturel, également, bah, c'est des choses que voilà, c'est les nouveautés technologiques, on va dire, dans ce domaine-là, bah, proposent des solutions hyper intéressantes là-dessus. Donc s'il y a des problématiques, des besoins identifiés dans le passé qui intègrent ce genre de solutions en réponse, bah, potentiellement, en effet, vous avez peut-être un usage de l'IA intéressant là-dessus. Globalement, on peut découper ces opportunités en deux catégories principales. Tout ce qui est les opportunités d'automatisation complète, grâce à l'IA, ça va notamment très bien marcher sur des tâches à faible intérêt pour les utilisateurs, potentiellement fastidieuses pour l'homme, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Donc là, dans ces cas-là, on va pouvoir complètement automatiser la tâche, potentiellement, avec l'IA. Mais il y a aussi un autre cas, c'est le cas de plutôt l'augmentation de la performance, parce que, en fait, aujourd'hui, on voit que l'IA bloque en termes d'adoption dès que, en fait, on a une question de responsabilité derrière, de responsabilité de la décision. Et donc, dès qu'il y a une responsabilité humaine importante dans la décision qui va être prise, bah, potentiellement, là, l'IA, elle va pas pouvoir automatiser la tâche, mais elle va pouvoir essayer d'augmenter les capacités humaines pour bah, les aider à prendre de meilleures décisions. Et on voit d'ailleurs que globalement, tout ce qui est ChatGPT, Mistral le chat, etc., s'oriente de plus en plus là-dessus. En fait, ils remplacent pas les tâches, ils viennent juste apporter un contexte différent, apporter un point de vue différent à la réflexion humaine. Voilà. Ça, c'est la première étape et c'est vraiment la plus importante. C'est pas parce qu'on veut mettre de l'IA qu'il faut mettre de l'IA, c'est pour répondre à un besoin de l'utilisateur qu'on va utiliser une technologie d'IA. C'est un petit peu comme tout ce qui s'est passé autour de la blockchain pendant un moment, tout le monde voulait mettre de la blockchain et en fait la plupart ont échoué parce qu'ils ont juste mis de la blockchain pour utiliser cette techno. Alors que cette techno, en effet, répond à des problématiques concrètes de suivi, de tracking, de non-modification de la donnée, j'ai plus le terme exact. Et en fait, dans ces cas-là, bah, en effet, la techno est très adaptée et ça doit être pareil pour l'IA. Voilà. Première étape qui est la plus importante dans notre rôle de design. La deuxième, une fois que vous avez identifié ces problématiques très concrètes, ça va être d'évaluer, bah, est-ce qu'on a des modèles à disposition qui sont capables de faire ça? Est-ce que le modèle permet de répondre quelque chose de qualitatif, utile? Et est-ce qu'on nécessite une data particulière qui nous appartient, qui appartient à l'utilisateur, pour que le modèle soit capable de retourner des résultats pertinents? Donc là-dessus, bah, ça va être un gros travail de collaboration avec les ingénieurs de vos équipes pour bah, identifier ces modèles, potentiellement les tester. Et là, ça nous ramène vraiment au craft et au prototyping très rapide en tant que designer. C'est bah, je vais concrétiser, créer un mini produit pour pouvoir faire des premiers tests. Et là, on va pas pouvoir uniquement tester dans Figma, on va être obligé de tester avec potentiellement un peu de vrai code et un vrai modèle pour analyser la performance de ces données. Quelles données sont nécessaires pour améliorer ces résultats-là? Quel hack je peux venir trouver? Je vous mettrai d'ailleurs une petite vidéo hyper intéressante là-dessus en description, qui n'a rien à voir avec la tech, qui était plutôt philosophique, mais qui apporte pourtant de super pistes. Je vous rajouterai le lien en description si j'y pense. Et enfin, bah, potentiellement cette IA, elle va avoir des biais. Est-ce qu'on peut les limiter? Est-ce qu'il faut les limiter? Et comment on s'assure de pas générer du contenu néfaste pour potentiellement une certaine partie de la population, mais il peut y avoir énormément d'autres biais venus de ces modèles d'intelligence artificielle. Globalement, cette étape, elle va nous ramener de plus en plus en collaboration avec les équipes techniques pour concevoir une solution intégrant un modèle d'IA qui répond à notre besoin initial de la meilleure des manières. Et bah, là, le design ne va pas aller sans la technique et la technique ne va pas aller sans le design, donc c'est une étape sur laquelle vous devez vous impliquer entièrement. Voilà, là on a déjà fait un bon premier pas. On a déjà trouvé un problème, on a trouvé un modèle qui permet de résoudre ce problème, on est pas mal. Mais derrière, bah là on va commencer à rencontrer concrètement les utilisateurs et il y a beaucoup de choses qui viennent s'ériger avec ces nouveaux modèles d'interaction. Parce qu'en effet, discuter ou utiliser de façon visuelle ou cachée une intelligence artificielle, ça va demander une adaptation. En effet, quand on travaille avec un modèle d'intelligence artificielle, que ce soit de la recommandation, de la génération de texte ou de la génération d'images, il va y avoir une courbe d'apprentissage. L'algorithme de recommandation va potentiellement être mauvais les premières fois qu'on le rencontre, parce qu'il
c'est pas assez sur nous. Et également, les modèles de génération d'images, les premières fois qu'on va les utiliser, potentiellement, ça va amener des résultats assez décevants. Parce qu'on voit des trucs extraordinaires partout, on se dit: «Mais moi aussi en une phrase, je vais pouvoir faire quelque chose d'incroyable», et en fait, bah, on se rend compte qu'il y a des astuces à utiliser dans nos prompts pour pouvoir faire des choses intéressantes. Donc il va falloir accompagner l'utilisateur finalement dans cette phase d'onboarding. Bah, c'est normal que les premières fois tu n'aies pas un résultat incroyable, voilà comment tu peux faire pour avoir un meilleur résultat. Et également, on va avoir cette tendance en tant qu'utilisateur de se dire c'est quelque chose qui produit des comportements proches de l'humain, du coup, je m'attends à ce qu'il fasse tout comme un humain. Or, c'est pas le cas. Tous ces modèles d'intelligence artificielle essayent de faire comme un humain, mais n'ont pas du tout en réalité derrière la réflexion d'un humain. C'est purement des statistiques, purement de la donnée, et il n'y a pas de réelle compréhension du monde au sens où nous, on l'a dans notre corps. On n'est pas uniquement des statistiques, si je peux me permettre cette expression. Et donc, il est hyper important d'accompagner aussi nos utilisateurs dans la compréhension des compétences et des limites de ces modèles. C'est ce qu'on voit et qui est énormément fait sur Gemini notamment, où un des premiers éléments qu'on va voir quand on va utiliser ces outils, c'est attention, il peut y avoir des biais, attention, il peut y avoir telle chose, attention, il peut y avoir des hallucinations. Et on est obligé d'informer nos utilisateurs là-dessus, sinon ça risque d'être très déceptif ou d'amener des comportements qu'on ne souhaiterait pas voir sur la plateforme. Donc l'anticipation, l'onboarding d'un nouveau client vers un modèle mental nouveau. Avant, on était sur un modèle mental où l'interface va te retourner tout le temps une réponse exacte, entre guillemets, qui sera toujours la même pour une même requête, on va te générer quelque chose sur mesure à chaque fois que tu viens, qui peut être différent ou qui peut être la même chose, et tu ne contrôles pas exactement pourquoi c'est différent ou pourquoi c'est la même chose. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte en tant que designer pour designer une bonne expérience IA, comment on onboard vers ce nouveau modèle. Avant de passer vers les 3 conseils suivants, qui sont aussi très client-facing, petite interlude pour vous parler de sponsor de cet épisode, User Testing, la solution de collecte de retours utilisateurs et d'insight client. User Testing vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. À l'heure de l'IA, c'est un excellent allié pour explorer les modèles mentaux de vos utilisateurs, leurs attentes et leur compréhension de vos solutions. Grâce aux insights de User Testing, vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Revenons à nos guidelines de création d'interfaces intégrant de l'intelligence artificielle, avec beaucoup de paramètres de comment on exprime ça à nos clients. Et le deuxième point, c'est vraiment cette compréhension du niveau de confiance que l'utilisateur peut donner à votre solution intégrant l'intelligence artificielle. L'objectif, à ce moment-là, en tant que designer, c'est de créer le bon niveau de confiance. Ça ne veut pas dire créer une haute confiance, créer une basse confiance, c'est-à-dire créer le bon niveau de confiance entre l'humain et la machine. Les réponses de vos modèles d'IA sont toujours probabilistes, il n'y a pas de moyen d'expliquer concrètement de manière simple à l'utilisateur pourquoi on lui a retourné tel ou tel résultat. Donc là, vous allez pouvoir avoir plusieurs solutions pour améliorer cette confiance entre votre interface et l'utilisateur. Le premier, ça va être simplement d'accompagner au fil de l'expérience sur l'ajustement des performances et des risques. Donc, si quelque chose est bloqué pour une raison ou une autre, là, on va pouvoir lui expliquer pourquoi. S'il y a des méthodes pour améliorer le résultat qu'il va obtenir derrière, on va être également capable de l'introduire à ces méthodes-là, sans forcément lui expliquer pour autant pourquoi son résultat précédent n'a pas été adapté. Parce que ça, on n'est pas forcément capable de le faire. On va juste pouvoir lui donner les indices, les conseils qui vont lui permettre d'améliorer la qualité de son expérience. Et si besoin, si on fournit des informations critiques, on va tout à fait pouvoir indiquer un niveau de confiance de la prédiction. C'est ce que fait Netflix, par exemple, d'une certaine façon, en indiquant le pourcentage de likes, de correspondance. C'est un indicateur très faible où personne ne comprend vraiment ce qui se cache derrière, mais pourtant, ils viennent indiquer derrière ça devrait te plaire ou ça devrait pas te plaire. Et tout le monde arrive à le comprendre sans même en expliquer concrètement que veut dire cet indicateur de confiance. Et donc, ça peut tout à fait être une solution aussi pour faire passer cette information à votre utilisateur c'est de la prédiction, on n'est pas sûr, mais voilà à quel niveau tu peux lui faire confiance ou non, et donc l'aider justement, aider l'utilisateur à associer ce bon niveau de confiance par rapport à votre solution technique.
Enfin, on va arriver dans les 2 derniers conseils sur plutôt la gestion des problèmes, parce qu'il va forcément y en avoir. Et ce qui est intéressant quand on utilise des modèles d'intelligence artificielle dans nos interfaces, c'est que les problèmes sont déjà une partie de la solution. Parce que, sur la plupart des modèles, on a la possibilité de retourner du feedback, de les fine-tuner pour améliorer leur performance, justement grâce au retour utilisateur. Donc dès qu'on utilise ces modèles-là, il faut, dès que possible, donner la possibilité aux utilisateurs de retourner du feedback. Déjà, ça va rassurer les utilisateurs. Si je peux donner du feedback, ça veut dire que les choses risquent de s'améliorer derrière. Donc c'est hyper positif dans la relation de co-construction. En plus, ça donne cet indice de on est au courant que potentiellement des fois les prédictions vont être fausses. Donc ça aide à statuer sur le bon niveau de confiance à avoir. Et derrière, ça va permettre à vos équipes, à vous, potentiellement les équipes techniques, d'améliorer les performances de votre modèle. Donc là-dessus, quand on va designer cette solution de feedback en tant que designer dans l'interface, le premier point auquel il va falloir faire attention, c'est d'aligner le type de feedback que peut donner l'utilisateur avec ce qui va réellement aider à améliorer le modèle. C'est pas la peine de demander 15 000 questions à l'utilisateur s'il y en a une seule qui va réellement servir au modèle derrière à s'améliorer. Parce qu'on va potentiellement mettre l'utilisateur dans un état de confusion, et derrière, on va pas pouvoir exploiter de toute façon son retour. Donc il pourrait être déçu d'avoir fait autant de retours, voire aussi peu d'impact derrière dans le produit. Donc, prenez du temps avec vos équipes techniques pour comprendre quel feedback ils pourraient utiliser pour améliorer le modèle sur le long terme. Le deuxième point, c'est de venir anticiper quel va être le comportement de l'utilisateur par rapport au feedback. Et c'est pour ça que vous remarquerez, dans beaucoup de solutions qui demandent du feedback lié à ça, on va nous demander, avant de nous demander le feedback, quel est le problème. Parce que un utilisateur qui vient de payer, un utilisateur qui est potentiellement frustré par le produit, ne va pas forcément donner un retour qualitatif. Potentiellement, ça va être un retour très biaisé et qui, du coup, pourrait biaiser l'amélioration, le changement des performances de votre modèle. Donc ça, c'est absolument quelque chose à prendre en compte. Et derrière, il va également falloir donner la bonne réponse à ce feedback. Et qu'est-ce que veut dire la bonne réponse à un feedback sur une solution d'intelligence artificielle? C'est quel est le contexte de votre feedback et quel va être le timing d'impact. Est-ce que là, votre retour, on l'a pris en compte et ce message potentiellement désagréable que vous avez vécu ne se reproduira plus jamais à partir de la prochaine seconde? Ou est-ce qu'en fait, on est sûr que ça va prendre des semaines et des semaines ou des mois et des mois avant qu'on l'intègre dans nos modèles et que ce soit protégé? C'est hyper important de donner ce feedback-là. Parce que pareil, on est habitué dans les solutions traditionnelles à avoir un résultat à peu près immédiat. On bloque quelqu'un sur un réseau social, il est bloqué immédiatement pour nous. Alors que là, c'est pas forcément le cas. Donc, ça va être intéressant et important d'ajuster la réponse donnée à la suite d'un feedback utilisateur. Enfin, le dernier point, et qui est toujours un point important dans le design de n'importe quelle expérience, c'est l'identification et la gestion des erreurs ou échecs. Dès qu'on utilise une intelligence artificielle, il y en a plein de types qui apparaissent. Tout ce qui est faux positif, on a trouvé une réponse, mais la réponse qu'on a donnée à l'utilisateur est fausse. Tout ce qui est vrai négatif, on n'a pas donné de réponse alors que le modèle aurait dû retourner une réponse. Comment on anticipe ces cas-là? Et ils sont tous différents. Et bien sûr, derrière, comment on monitore tous ces faux positifs, ces vrais négatifs, tous les biais potentiels, tous les feedbacks donnés, tous les reports donnés, et comment, avec ça, on améliore le modèle et on anticipe tous ces risques, toutes ces problématiques. Parce que c'est des solutions qui, au contraire d'un algorithme plus classique, plus traditionnel, ne vont pas être déterministes et on va pouvoir trouver à tout moment des nouvelles problématiques que personne n'a identifiées jusque-là. Donc ça va être en constante évolution et on doit anticiper le design, la collecte de la donnée aussi, pour pouvoir faire évoluer ces modèles de la bonne façon à travers le temps. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Bien sûr, je vous mets les articles en description pour pouvoir creuser ça plus en profondeur. Comme toute nouvelle opportunité, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à explorer.
Personne n'a encore trouvé la structure idéale, c'est pas parce que ce guide avec ses conseils de Google que j'ai un petit peu complété et réajusté avec mon point de vue est là que c'est la bonne réponse à tout, loin de là je pense. Beaucoup de choses encore à inventer, mais c'est en prenant ces pas de recul, en se posant la bonne question, en prenant le temps d'y réfléchir, je pense qu'on va réussir à proposer de meilleures interfaces intégrant notamment ces technologies d'intelligence artificielle. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un épisode toutes les semaines dans le podcast Parlons Design, et si vous voulez des ressources un petit peu au fur et à mesure de la semaine, sélectionnées à la main, vous pouvez vous abonner à la newsletter et au flux RSS Partageons Design. Voilà, quand je trouve des articles intéressants, des ressources comme celle de Google là, ou même la vidéo dont je vous ai parlé au cours de ce podcast, je le partage directement dessus, et vous le recevez direct dans votre boîte mail ou dans votre lecteur de flux RSS préféré. C'est complètement gratuit bien sûr, et vous pouvez vous abonner. Les liens sont également dans la description. J'espère que le podcast vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Parlons design.